chaîne Bullish Bookish. On va faire donc le bilan lecture avril, donc qui était constitué principalement de la SF, du challenge de la SF, bon, plus des comme d'appel pour moi à côté. On va commencer tout de suite avec, je vais faire un top classement comme d'habitude. On va tout de suite commencer avec le dernier livre qui est, je pense, va faire grincer des dents dans les chaumières parce que je l'ai mis en dernier de la liste et vous allez voir ce que c'est. C'est La Route de Cormac McCarthy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce livre, c'est un livre post-apocalyptique. Donc, on va suivre, j'allais dire essentiellement, mais on va uniquement suivre un père et son fils dans ce monde désolé. Et voilà, ils essayent de survivre. Point. Alors, point. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais qu'avec ce livre, ça passe ou ça casse. Avec moi, c'est pas du tout passé. C'est ce genre de livre tellement singulier. Alors, par la plume, je tiens quand même à dire que j'ai réussi à le finir grâce à la plume de l'auteur. C'est-à-dire que la plume de l'auteur, justement, est très spéciale. Alors, vu l'ambiance, il nous plombe le moral, c'est-à-dire sa plume est tellement glaçante, ça se prête bien au contexte. C'est pas pour ça que j'ai pas aimé, parce que justement, si je veux lire un post-apo, je veux que ce soit sombre. Et parce que quand j'ai mis sur les réseaux sociaux, j'ai dit exactement ça, et les gens ont dit oui, mais c'est normal, on n'aime pas quand on lire des choses qui nous plombent le moral. Alors déjà, ça me plombe pas le moral, c'est juste que c'est sombre et c'est ce que je recherche. Mais justement, moi, j'étais en recherche de beaucoup plus. J'étais en recherche de beaucoup plus et je suis passée à côté. À côté. Parce que, comme je vous dis, il ne se passe rien hormis la survie du père et du fils. Mais j'ai pas été touchée par leur relation, ce qui est contraire à ceux qui l'ont aimé. Donc, je suis passée à côté. Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'a pas pris. Et justement, j'aurais voulu être touchée par ça. Sauf que rien n'est drôle, il n'y a pas de plaisanterie. C'est vraiment, on est dans une ambiance, mais sombre. Sombre de chez sombre. Et il n'y a rien qui s'est passé avec moi. Voilà. Donc, je vous dis, avec ce roman, si vous ne l'avez pas lu, c'est soit ça passe, soit ça casse. Avec moi, c'est pas du tout passé. Ensuite, avant-dernier livre de cette liste, j'ai lu un petit Haruki Murakami, pardon. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de classiques, en fait, beaucoup de tauliers de littérature dans ce classement et dans mes lectures d'avril, finalement, voilà, sans le faire exprès. Donc là, j'ai lu un petit recueil de nouvelles, donc après le tremblement de terre, donc ce sont 6 nouvelles. Expliquant différents cas après un tremblement de terre, c'est-à-dire comment les gens s'en sortent et comment ont vécu et vivent après ce tremblement de terre donc, qui s'est passé au Japon en 95 à Kobe. Donc on va suivre plusieurs personnages. Alors Murakami, j'en ai entendu beaucoup parler, j'aimerais lire quand même un roman, un de ses romans, vraiment. Parce que vous voyez, il est quand même en avant-dernière position. C'est pas que j'ai pas aimé, mais alors, il a une plume, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je veux le découvrir dans un roman. On en dit du bien aussi, donc voilà. Je peux pas simplement le recueil de nouvelles. Il fait quoi, 150 pages. Sur 6 nouvelles, j'ai eu un coup de cœur et ça a augmenté ça l'a upgradé quoi. Les 2 dernières nouvelles, je suis tombée par contre en amour. Voilà, c'est les 4 premières nouvelles sont sympas. Mais les 2 dernières, c'est-à-dire Crapaudin sauf Tokyo, c'est une espèce de... Voilà, on est tout le temps en frise, le truc entre le fantastique et la réalité, réel, rêve, on ne sait pas trop. J'ai adoré vraiment cette nouvelle. Et puis la dernière qui s'appelle Galette au miel aussi. J'ai beaucoup aimé. Voilà, on parle d'un triangle un peu amoureux, mais à la sauce Murakami. Et c'est un pur délice, un pur délice. Donc ce recueil de nouvelles, en fait, nous explique comment, en fait, ne pas passer à côté de sa vie, entreprendre les choses
avant qu'il soit trop tard. Donc, mais lisez-le, c'est pour découvrir la plume de Murakami. En tout cas, je pense que c'est un bon texte. Mais je préférais le juger, on va dire, dans un de ses romans, pour bien me donner un avis bien assis, bien solide. Ensuite, j'ai lu un livre beaucoup plus récent, cette fois-ci que j'avais acheté même, c'est L'épidémie d'Asa Eriksdotter. C'est chez Actes Sud, Actes Noir. Voilà, je l'avais pris pour la couverture. Très flippante. Donc là, ici, on est tout simplement dans une dystopie, régime totalitaire, qui fait froid dans le dos. Alors, le sujet fait froid dans le dos. Donc là, on va être dans un... déjà, on est en Suède. Et on est dans une ère où la Suède veut, le gouvernement suédois veut renverser la balance et éradiquer toute obésité, tout surpoids. Quand je dis obésité, c'est vraiment strict parce qu'il y a un poids à respecter. Si on le dépasse, voilà, on est mal parti dans ce monde-là. Et voilà, tout. Alors, j'avais même relevé pendant un moment, ils disent genre les bibliothèques vont être remplacées par des salles de gym. Quoi? Non, moi je pourrais pas. Alors, tout est vraiment fait, orienté pour que les gens perdent du poids. Sinon, ça va barder pour eux. Donc voilà, donc le sujet est bon, l'intrigue est bonne, ça va vraiment crescendo. Vous vous doutez bien que c'est une dystopie, mais vraiment dystopie, c'est-à-dire ça va aller de plus en plus gros leur délire là. Alors, j'en attendais beaucoup de celui-ci, vraiment. Ce qui me déçoit vraiment, c'est qu'il manque ce côté anxiogène. C'est-à-dire que tout y est en fait. Comme je vous ai dit, c'est sombre. Enfin, l'histoire n'est pas drôle, quoi. On est vraiment dans un truc. Il n'y a pas le côté anxiogène. Alors c'est marrant parce que par exemple, la route, c'est sombre et le mec, moi, pour moi, j'avais qu'une couleur en tête quand je lisais ça, c'était gris et blanc. Il n'y avait pas de nuance. Ça, c'est beaucoup plus angoissant que ça. Bon. Là, je l'ai mis là parce qu'il se passe plus de choses. Il y a vraiment une trame, une histoire, mais il n'y a pas le côté anxiogène. Voilà. Je ne vais pas comparer l'incomparable, mais moi, j'ai lu 1984 de Orwell. On est loin. Je veux dire, il manque le côté anxiogène et moi, c'est tout ce que j'attends d'une dystopie, quoi. C'est même la chose principale, à la limite que l'histoire soit un peu moins bonne, parce qu'il y a vraiment des recherches, il y a vraiment des choses qui font réfléchir. C'est le principe d'une dystopie. Mais le côté anxiogène, pour moi, il n'y était pas. Pour moi, hein, parce qu'il y en a qui l'ont aimé, donc je pense que ça a fait frissonner. Moi, j'ai été bien divertie par une dystopie. Ça va pas trop ensemble, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas... Voilà. Heureusement qu'il se passait des choses, heureusement qu'il y avait de la recherche, etc. Parce que sinon, j'aurais abandonné, parce que je me suis dit, mais je suis en train de lire une dystopie et je frissonne pas, quoi. J'ai pas froid dans le dos. Donc, je suis un peu déçue par ça, en fait. Mais c'est un bon bouquin, voilà. Il n'était pas au 36e degré du plus angoissant, mais ça reste un beau bouquin en tout cas. Ensuite, je me suis attaquée à un classique pour ce mois de la SF, c'est Isaac Asimov avec le cycle des robots. Donc là, j'ai lu le tome 1, donc, qui s'appelle Les robots. J'aimerais lire les autres, mais ça, pareil, j'ai été pas déçue parce que c'était un bon livre, mais déçue dans le sens, c'est un classique. Alors, je ne vais pas remettre en cause, bien sûr, il y a des livres comme ça qu'il faut lire dans leur jus, qui vieillissent un peu. Il y en a qui vont grincer des dents quand je vais dire ça, parce qu'ils vont dire « Ouais, c'est pilier, c'est le b.a.-ba de la SF. Il y a même les lois, les 3 lois des robots. » Vraiment, il a inventé quelque chose, Asimov, je ne dis pas le contraire. Par contre, ça a eu un effet un peu mitigé sur moi. Ça n'a pas été non plus une claque. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est très accessible. Voilà. Si vous voulez vous lancer dans la SF et lire en plus de surcroît
un auteur, un pilier du genre, vous pouvez lire les robots, c'est très facile d'accès. J'ai pas été... Moi, je sais que, par exemple, au mois de mars, j'ai lu ça sur Mars et j'ai abandonné parce que j'y comprenais rien du tout. Trop technique. Là, non, on comprend tout. Hein. Même dans l'énoncé des règles, il y a des lois, etc., de robotique. Je vous dis, je comprends tout. L'écriture est bonne. Le livre est intelligent, quand même. Parce que pour inventer ces lois, tout va en découler. Donc, ces lois robotiques. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il soulève beaucoup de questions, Asimov, dans ce livre. Voilà, mais c'est tout. Enfin, y a pas, c'est pas, enfin, ça a été révolutionnaire, mais ça l'est pas. Ça l'a pas été pour moi dans ma tête, quoi. J'ai pas ressenti. Après, c'est un bon livre, mais voilà, ça soulève des questions, c'est bien écrit. C'est bien, mais il n'y a pas le petit plus. Ensuite, j'ai lu un petit roman jeunesse de science-fiction. J'avais eu ça chez Nose. Et comme quoi, il y a des bonnes surprises. Et à la fin, il n'en restera qu'un de Jean-Luc Luciani. Donc là, c'est aux éditions Rageot dans leur collection thriller. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très très bon moment. Moi qu'il y a assez peu de jeunesse, vous allez voir les jeunesses, déjà vous pouvez le constater, sont déjà au-dessus de quelques classiques. Alors là, on est dans dans une dystopie et un patron de chaîne télévisuelle, quoi, je ne sais même pas si ça se dit, de télévision, est un peu en baisse de popularité. Veut remonter tout ça et puis ils ont l'idée de lancer une espèce de reality show sur tout le pays. Donc, ils vont prendre 10 adolescents qui sont en fait condamnés parce qu'ils ont déjà des peines à faire, c'est-à-dire que les mineurs là-dedans ne sont pas épargnés. Ils sont condamnés à la peine de mort. Donc déjà, on leur dit vous allez participer à ce jeu. Si vous gagnez, eh ben, on vous épargnera votre sort. En gros. Par contre, le jeu consiste à... voilà, ils sont ils sont où? Ils sont dans une espèce de Fort Boyard, vous voyez, dans un truc comme ça, un îlot avec autour une mer, s'ils peuvent pas s'échapper parce que la mer elle est radioactive, quoi, ils peuvent mourir. Je ne confonds pas avec d'autres romans, j'ai lu tellement de romans, je pense que c'est ça. Et parallèlement à ça, les dirigeants du jeu engagent des killers, donc des gens lambda qui s'inscrivent pour tuer l'éliminer de la semaine. Vous savez, c'est le même principe en fait que les télé-réalités qu'on a connues, genre Love Story, Secret Story, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, il y a un éliminé voté par le public, celui-là qui reçoit moins de voix, et pas éliminé, mais est nominé, et le nominé va essayer de se faire traquer, va se faire traquer par les killers, le dit, et voilà. Et vraiment, quand j'ai éliminé, il risque de se faire tuer. Donc, c'est la mort au bout du tunnel. S'il s'en sort, comme je vous dis, voilà, il reste encore dans l'aventure. Bon, vous voyez un peu le topo. Donc, c'est vraiment la reality show poussée à l'extrême. D'ailleurs, il y a un parallèle avec le roman d'Amélie Nothomb, Acide sulfurique, qui faisait aussi une satire sur la télé-réalité vraiment extrême. Donc, c'est pas du tout traité la même manière. Mais ce qu'il y a en point commun, ce sont les prénoms. Les prénoms carrément qui viennent de je sais pas d'où, qui sortent de l'espace. Bon, d'accord, on est dans un monde d'anticipation, c'est pas le monde d'aujourd'hui, mais les prénoms sont what the fuck. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Et donc, j'ai bien aimé. Alors déjà, c'est divertissant. Alors, vous voyez, c'est du jeunesse. C'est écrit...
Voilà, c'est écrit comme ça. Ça va vite. Voilà, les personnages sont bien caractérisés, etc. L'histoire est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé la tournure que ça a pris au milieu de l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'auteur ne s'est pas contenté de nous raconter des gens dans une télé-réalité. Voilà. Il y a une tournure au milieu du bouquin et j'ai beaucoup aimé. Et la fin aussi. Voilà, donc il date de quand ce livre? 2013. 2013. Alors, il y a la première citation qui est de George Orwell ici, déjà, qui vous dit, donc qui est de 1984, du roman, et qui dit « Si vous désirez une image de l'avenir, imaginez une botte piétinant un visage humain, éternellement. » Voilà. Bienvenue. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au début, en 2006, ça, c'était en 2 volumes. Ça s'appelait La Traque et deuxième volume Game Over. Bah, en gros, c'est les 2 parties que je vous disais. Il y a première partie, c'est La Traque et deuxième partie que j'ai bien aimée, c'est Game Over. Voilà. Et ben, on va rester dans le roman jeunesse puisque j'ai beaucoup aimé les romans jeunesse. Et ben, en plus, celui-ci, dans la 4e de couve, est comparé à La Route de McCarthy. Et vous avez vu, il est loin devant. Les feelings, hein. Alors, ça se commente pas. Alors, j'ai lu Automne de Jan-Henrik Nielsen, il est norvégien. Oh là là. Je ne sais plus de quelle nationalité est-ce. Oui, norvégien. Voilà. Donc là, on va être aussi, vous imaginez bien, donc c'est un science-fiction jeunesse dans une dystopie, dans un monde apocalyptique. On est avec, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, on est avec 2 sœurs enfermées dans un bunker depuis 6 ans avec leur père, parce qu'un monde complètement désolé, et ils sont sur une île, donc dans ce bunker, et leur père tombe malade parce qu'il y a une épidémie qui rôde. Donc, il semble être contaminé et il demande aux 2 sœurs, donc la plus grande a 12 ans, d'aller dans leur ancienne maison en ville. Pour ça, il faut qu'ils, quand même, ils sont sur une île à côté de la ville, donc il faut qu'ils embarquent, arrivent à la ville. Donc voilà, on va suivre les 2 sœurs dans leurs petites aventures. Elles arrivent dans cette ville et c'est vraiment, franchement, alors pour le coup, j'ai vraiment ressenti, ça reste du jeunesse, hein, c'est pas what the fuck, on reste, mais c'est vraiment étrange. J'ai vraiment ressenti ce qu'auraient pu ressentir ces ados, malgré que ce soit des ados, ça c'est crédible, parce que 2 gamines livrées à elles-mêmes, voilà, elles mettent pas 3 heures pour faire l'aller-retour, hein. Elles ont mis au moins 1 semaine, hein. Donc il faut savoir où dormir, etc., survivre un peu, manger, voilà, ça pourrait être un peu invraisemblable, mais c'est bien passé. Et vraiment, on se demande, on a un peu peur pour elle. C'est un monde vraiment étrange. Elle rencontre quelques personnes. J'ai beaucoup aimé ce petit roman. Automne, parce que ça se passe en automne. Donc voilà, Automne de Jan-Henrik Nielsen. C'était étrange. Mignonnement étrange, bien que ce soit pas mignon, parce que voilà, c'est pas très... Ça abordait, on en empathie avec les jeunes filles, donc forcément quand ça touche à des enfants, on est quand même assez touché. Alors ici, c'est pareil, un autre classique du genre, j'ai lu La Guerre des mondes de H.G. Wells. Donc, La Guerre des mondes, donc oui, il y a bien eu des adaptations cinématographiques, c'est bien celui-là. Vous voyez, vous connaissez bien les petits robots comme ça, qui sont dirigés par des petits bonshommes, les petits martiens. Donc les petits martiens qui envahissent la Terre, qui font qui foutent un bordel monstre, hein, qui détruisent tout. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, j'ai bien aimé. Parce que c'était divertissant. Vous allez dire, elle a du mal avec les classiques, hein, de science-fiction. Les classiques populaires.
Vous allez voir après, il y a beaucoup de piliers d'auteurs de science-fiction. Ils sont connus dans le milieu, mais pas très populaires et sont premiers. Là, j'ai bien aimé parce que, comme je vous dis, c'était divertissant, mais c'était pas, j'étais pas sur les rotules. Voilà. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Parce que la première partie, on est vraiment dans le... Voilà, les Martiens arrivent, ils détruisent tout. La deuxième partie, on est dans l'action, etc. Mais la deuxième partie, on est plus dans la réflexion. Voilà. Wes soulève beaucoup de questions. J'ai beaucoup aimé la description des Martiens. L'évolution de l'humain par rapport aux robots aussi. Il y a tout ce questionnement-là. L'évolution de l'humain, comment un humain peut se robotiser. Voilà. J'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Après, voilà, ça reste... j'ai peut-être fait aussi grincer des dents encore. J'avais l'impression de lire un petit jeunesse. Donc, après ce jeunesse, j'ai lu un petit comics. C'est Mars Attacks. Donc, Attack from Space de Layman et pour les dessins, Macrea. Voilà, donc alors déjà j'adore. Pareil, j'avais eu ça chez nous, ils avaient toute une collection. Ça fait un peu vintage. Voilà, donc en fait c'est l'attaque, donc c'est l'histoire de Mars Attacks, mais c'est vu par les Martiens, on se met à la place des Martiens. Alors voilà, hormis des couleurs magnifiques, il y a vraiment toutes les couleurs, c'est-à-dire qu'on est dans l'orangé, dans le bleuté, dans le marronné, il y a vraiment tout, plein de couleurs. C'est vraiment très très beau, on en a plein la vue. C'est loufoque, c'est divertissant, c'est complètement décalé, c'est démentiel. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce comics donc de l'édition de 2013-2014, French Eyes, toujours pareil dans la même collection que j'avais eu pour les zombies. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit comics, ça fait du bien et puis je vous dis c'est très bien dessiné, les dessins sont géniaux, ça va dans tous les sens, c'est coloré et voilà, loufoque et complètement un peu dérangé et j'aime beaucoup. Alors là, on commence à rentrer dans le lourd, on est à la 7e position. Comme je vous disais tout à l'heure, pour les piliers de la science-fiction, il y en a un ici. Et donc le livre, vous allez me dire, peut-être que vous ne connaissez pas, mais pour les connaisseurs, je pense que oui. Donc c'est de A.E. Van Vogt, voilà, l'Empire de l'atome. Alors, de l'atome, je sais pas comment dire. Ça fait partie de la duologie, le cycle de Lynn. Je n'ai pas le deuxième. Et j'aimerais beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé l'Empire de l'atome. Et le deuxième, c'est le sorcier de Lynn. Voilà. Lynn, L-I-2-N. Voilà. Là, on va être dans une maison impériale. On est dans un empire, l'Empire de Lynn. Va naître un nouveau-né, en fait. Il va avoir un nouveau-né. Mais ce nouveau-né a reçu une petite malédiction des dieux, les dieux de l'atome. Voilà. Et ce nouveau-né, contrairement aux autres, sera un mutant. Voilà. Donc il va être un peu rejeté par tout le monde. Mais c'est quand même le fils de l'empereur. Donc son successeur potentiel. Mais beaucoup de détracteurs vont essayer de lui prendre sa place, vont essayer de le souiller. Donc c'est en fait un roman politique, de science-fiction politique. Donc c'est de la science-fiction, hein. Donc on va parler de la Terre. Ils vont avoir des conflits avec Mars, avec Vénus, tout ça. Donc c'est vraiment on est dans le monde politique de la galaxie. Pouvoir, complot, trahison, mais c'est tellement bien écrit. Ouais, par rapport, par exemple, je fais comparaison. Mais par rapport à la guerre des mondes, à côté, c'est du jeunesse. Là, c'est tellement bien écrit. Enfin, j'aime bien ces lectures-là. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne saurais pas dire la différence. C'est peut-être un ressenti.
Mais les phrases sont peut-être un peu plus élaborées, un peu plus recherchées, mais ça reste fluide. Hein. Ça aurait été prise de tête à lire, j'aurais pas aimé du tout. Donc ça reste fluide, c'est très compréhensible, mais on voit que c'est un niveau au-dessus quand même. C'est pas... Voilà, c'est un niveau au-dessus, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. J'ai arrêté de gigoter le livre, faut vous faire mal aux yeux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'aimerais bien le deuxième tome. Je l'avais eu dans une boîte à livres, donc j'ai essayé de retourner dans la boîte à livres où je l'avais eu. Ça fait un petit moment. Espérons que la personne et le deuxième, il l'a déposé aussi. J'aimerais bien lire la suite en fait, donc tout simplement. Encore un auteur que j'ai découvert, c'est Pierre Suragne avec la 7e saison. Là, c'est un petit one-shot et j'ai appris aussi qu'il est beaucoup connu aussi sous un autre nom. C'est Pierre Pelot, P-E-L-O-T. Et Pierre Suragne avec la 5e saison, là, on va parler en fait, la Terre est détruite. On est toujours dans la science-fiction. Hein. La Terre est complètement détruite. Et pour ça, elle arrive vraiment en expiration. Quoi. Il y a vraiment, on ne peut plus vivre, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de forêt, il n'y a plus rien. Donc, il décide d'emmener les terriens restants sur une autre planète découverte. Il y a quand même 200 ans. Il y a 200 ans, donc pas mal d'années non, quand même, qui s'appelle l'Archios. L'Archios et ils vont essayer d'emmener les terriens là-bas, mais comme toute planète ou quelque chose qu'on envahit, ça devient une invasion, une colonisation. Donc voilà, pour ça, Pierre Suragne nous traite un peu de la colonisation sous forme de science-fiction. Et puis aussi de la pollution, comme je vous ai dit, puisqu'il nous parle d'une terre complètement dévastée, et là où l'humain n'a pas su protéger sa belle planète bleue. Donc il y a ces thèmes-là. Donc c'est très intéressant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était très intéressant, c'était divertissant, parce qu'il y a une histoire aussi. Et donc tout y est, on apprend des choses en s'amusant. C'est une écriture, c'est une écriture facile, mais pareil, intelligente. C'est pas 3 mots par phrase et faut bien suivre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce petit livre. Hein. Il est en 6e position sur 15, donc c'est pas négligeable. Il nous fait quand même, Pierre Suragne, il mâche pas ses mots. Il nous fait quand même une métaphore très tranchante de la colonisation de la pollution. C'est vraiment, on sait où il va, il est convaincu. Hein. On est vraiment dans la conviction, voilà, il tourne pas autour du pot. Dedans, il y a un personnage qui est l'adolescent de l'histoire qui s'appelle Niaok, qui est représenté comme un mort vivant. Donc voilà, l'image de Pierre Suragne dans son roman, l'image qu'il a de l'adolescence, donc de l'avenir et de la jeunesse, c'est un mort vivant. Donc voilà, ça veut dire beaucoup. Donc c'est un constat un peu mitigé, voire un pessimiste de l'auteur. Donc c'est un livre, pourrait-on dire, assez engagé. Mais on reste dans le divertissement, dans l'histoire, dans une fiction, dans une intrigue. Mais voilà, le message est assez engagé. Et le message de fin, la conclusion, c'est pour ça qu'il est vraiment monté dans le classement de mes livres. J'ai beaucoup aimé la conclusion de ce livre, comment se termine ce livre. Tellement c'est touchant, c'est poétique. J'aime beaucoup aimer la tournure, l'histoire de ce livre. Ensuite, j'ai lu un peu autre chose que de la science-fiction. J'ai lu ce petit livre, c'est Le Masque de l'Oubli de Dean Koontz. Là, on va être plutôt dans un thriller fantastique. Donc, ça parle de quoi? Alors, je vais raconter. C'est Carole et Paul, un jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants.
et qui un jour, Carole je pense, je crois que c'est Carole qui est au volant, renverse une ado. Elle renverse une ado et culpabilisant, voilà, va la voir à l'hôpital parce que celle-ci est dans le coma. Et dès qu'elle se réveille, elle va essayer de lui faire des séances d'hypnose parce que cet ado ne se souvient de rien, on ne sait rien de cet ado. Et Carole va s'éprendre de cette jeune fille, comme elle ne réussit pas à avoir d'enfant, elle va vraiment s'en occuper, elle va lui faire des séances d'hypnose, donc, parce que c'est son métier, pour que cette fille donc se souvienne de quelque chose, ne serait-ce que pour prévenir quelqu'un qu'elle est à l'hôpital. Et puis en parallèle de ça, voilà, le mari, lui, à la maison, entend des bruits bizarres. Et puis vous imaginez bien que ces bruits bizarres et cette fille ont peut-être un rapport. On ne sait pas trop ce qui se passe. Le roman n'est pas long. Alors, j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est-à-dire que il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de twist final, what the fuck. Voilà, on va se demander tout le long du bouquin quels sont ces bruits, à quoi ils rattachent. Voilà, le twist final, comme je vous dis, voilà, c'est sympa. En fait, c'est une lecture de week-end, comme je dis, c'est-à-dire c'est une bonne lecture, on ne s'ennuie pas, il y a du suspense, c'est cohérent dans l'histoire, il n'y a pas d'invraisemblance, on ne part pas dans des trucs de fou, ça reste vraiment collé à l'histoire. Voilà, c'est divertissant. C'est divertissant. Le twist, comme je vous ai dit, la thématique du twist, elle est légère et simplette. J'ai pas... Voilà, c'est... Mais c'est un bon livre, c'est une lecture de week-end. Il ne faut pas s'attendre à un truc énorme, mais on passe un bon moment, surtout si vous êtes adepte du genre thriller fantastique. Ça passe. J'ai quand même mis en 5e position de mon classement. Voilà, moi j'adore déjà ce genre-là. Donc c'est vrai que je suis déjà happée. Voilà, c'est on va dire, c'est cosy. Enfin, c'est cosy, non. Ça fait flipper, attention. Hein. Le mec, il entend des bruits chez lui, c'est pas ce que c'est bien écrit et le suspense est là. Et voilà. Juste un petit bémol. La fin, elle est un peu abrupte. C'est-à-dire que la dernière phrase, je tourne la page, ah d'accord, c'est fini. Alors, on a le fin mot de l'histoire, on sait ce qui s'est passé, mais il y a... Voilà, c'est comme si ça s'arrêtait... Enfin, il y a la phrase de fin et la conclusion, en fait. Mais dans le même chapitre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se finit un peu... Voilà. C'est basta, j'ai terminé mon histoire et c'est tout. Il n'y a pas plus. Pas plus. Mais voilà, c'était sympa. Alors, 4e, là on rentre dans un truc un peu divertissant, que j'ai bien aimé, où vraiment j'ai passé des bons moments. On va être dans le domaine de la piraterie. J'ai lu Le Sang-Dieu de Virginie Caillé-Bastide. J'avais eu ce livre pour une offre là, de livres achetés offerts à Cultura. Mais d'ailleurs, il ne faisait pas partie des livres offerts, j'avais acheté dans les 2 achetés, parce que j'adore l'univers de la piraterie, donc je me suis dit, je le prends, la couverture, elle est sympa. Vous voyez, une bouteille avec un bateau de pirate. Donc, c'était aux éditions Pocket, ouais. Donc, on est en 1709 et comment s'appelle-t-il, ce monsieur? Arzur de Kerlogen, qui perd son fils, qui a perdu tous ses fils, qui perd son dernier bébé, là. Il en a marre et... je résume vraiment, hein, ça se passe pas comme ça, mais c'est vraiment résumé de chez résumé. Parce que c'est le début du roman. Et donc 6 ans plus tard, il a son bateau qui s'appelle le Sang-Dieu. Parce que vous aurez compris que cet homme-là n'a plus la foi, en fait. Après avoir perdu tous ses mômes. Voilà, le sang. Donc il a appelé son bateau le Sang-Dieu. Il n'a vraiment plus la foi. Et j'insiste dessus parce qu'en fait, l'histoire va être basée dessus. C'est-à-dire que cet Arzur... ce sans foi ni loi, du coup, qui est sans pitié, qui est vraiment D'ailleurs, il est prénommé ensuite l'ombre, avec un O majuscule, parce que c'est vraiment quelqu'un que tout le monde craint, parce qu'il est vraiment sans pitié. Maintenant, la vie, c'est Osef. Et il va rencontrer à bord
je ne sais plus les prénoms. Enfin, un prêtre. Je ne sais plus. Un père jésuite, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ils ne disent pas dans la 4e. Voilà, donc à bord va avoir avec toute une intrigue, hein. Il y a même des conflits entre pirates. C'est un roman d'aventure, hein. On est dans un truc de pirates, on est sur les mers complètement qui tanguent, les bateaux, la pluie, le vent, etc. C'est vraiment de l'action, c'est ce que j'ai aimé. On s'ennuie pas, hein. Mais le truc principal, comme ils disent dans la 4e, entre l'homme de Dieu, donc le père jésuite, et l'incarnation du diable, donc cet Arzur appelé l'ombre, le sans foi ni loi, une joute verbale des plus féroces s'engage. Ça va être tout le temps un jeu de ping-pong, des punchlines entre les deux, entre voilà la foi, l'autre il croit plus en rien, et voilà. Ça va être que ça, donc c'est très intéressant, donc c'est divertissant, aventureux. J'ai vraiment passé un moment périlleux avec ça, on apprend des choses, il y a plein de réflexions aussi, mais c'est pas prise de tête. On n'est pas dans le truc, ouais, ça reste un roman d'aventure, et j'ai beaucoup aimé, surtout dans cet univers de piraterie, quoi, tout y est, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce petit roman, donc je regrette pas de l'avoir acheté. Voilà, donc duel entre le cartésien et le religieux. Ensuite, il y a aussi... donc ça, c'est le fil rouge, en fait, du récit. Oui, ce qui est intéressant aussi, hormis donc trahison, complot de ça de pirates, ce qui est intéressant, il y a 2 personnages, 2 jeunes, qui sont représentés, donc, qui représentent le racisme. Enfin, la question du racisme. Les pirates sont très racistes, hein. Et le petit jeune de l'équipe du bateau, quoi, rencontre parce qu'en fait, les pirates veulent un peu initier le jeune au plaisir de la chair, voilà, hein, ils le vannent un peu là-dessus, et leur faire rencontrer une prostituée. Une prostituée qu'ils ont comme ça sous le bras, les pirates, qu'ils ont acheté comme ça. Ils ont emmené avec eux cette prostituée, elle est d'origine, je sais plus quoi, enfin elle a la peau noire. Je sais pas si c'est une africaine, vraiment je sais plus, ou alors c'est pas précisé ou je sais plus. Vous avez moyen de ma mémoire, hein, faut pas m'en vouloir. Donc voilà, et ces 2 petits jeunes là tombent finalement amoureux, ce qui déplaît énormément aux pirates, parce que déjà un pirate ne tombe pas amoureux, et de deux encore moins d'une personne de couleur qui n'est pas la même couleur que la sienne. Donc, il y a vraiment ceci. Des fois, l'auteur s'attarde, enfin, l'autrice en l'occurrence, s'attarde aussi sur cette question de... Vraiment, on se pose des questions par rapport, voilà, le racisme, antiracisme. Donc, et puis ces 2 personnages, les rôles qu'ils ont, c'est vraiment le côté touchant de l'histoire, au milieu, autour des tonneaux de bière, etc. Et un peu, voilà, grivois comme ça. Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, on arrive au podium de ce classement. Et là, on va rigoler. En fait, j'ai lu une parodie de la guerre des étoiles. Donc, c'est la guerre des étoiles de Adam Roberts. Je sais que ce monsieur a écrit aussi d'autres parodies de films, enfin d'histoires et de romans. Et donc, mais j'aurais aimé, ouais, je voudrais découvrir parce que j'ai beaucoup aimé, déjà d'une, et de deux, je n'ai jamais vu les Star Wars. Donc, je pense que j'aurais encore plus aimé si je connaissais l'histoire de Star Wars. Voilà, donc c'est évident, puisque c'est une parodie et j'aurais encore plus, l'univers m'aurait été moins inconnu. Donc, parce que pour regarder ou lire une parodie, c'est mieux de savoir l'original quand même. C'est le principe d'une parodie. Voilà. Vous avez vu la petite couverture comme ça. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Star Wars. Ce livre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais que ce soit une parodie un peu lourde, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est humour, bien sûr, potache. J'ai ri toutes les 2 pages. Toutes les 2 pages, il y a une vanne. En fait, j'ai pas du tout trouvé ça lourd, en fait.
J'ai passé un bon moment, j'ai beaucoup ri. Ouais, non, c'était pas du tout lourd. Les personnages sont aussi drôles les uns que les autres. Il y a des jeux de mots, mais toutes les 2 pages, vraiment des jeux de mots à chaque fois, donc sur les personnages, mais des coups, sur les lieux, etc. Donc il y a de l'absurde, il y a du potache, mais ça reste une histoire concise, précise, donc vraiment tout y est, c'est bien ficelé, bien ciselé, tout comme il faut. Il y a un bon rythme, ça du 300, un peu plus de 350 pages, il y a vraiment un bon rythme, c'est haletant, on s'ennuie pas, hormis que ce soit drôle, faut quand même qu'il y ait un rythme, une intrigue, etc. J'ai beaucoup aimé ce livre, très 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 divertissant. Je m'attendais franchement pas à ça, je m'attendais à un truc un peu, ouais, comme je vous dis, lourd, mais c'était vraiment très drôle, vraiment déjanté, on part dans du what the fuck et j'aime beaucoup. Alors là, attention, j'aurais pu le mettre en première position, mais vu que c'est un conte de nouvelles, enfin un recueil de nouvelles, ce sont 50 contes fantastiques, je ne l'ai pas trop évalué sur l'histoire. Le premier, voilà, il y a plus une histoire, le premier du classement. Mais là, j'aurais pu le mettre en premier parce que c'est donc mon premier livre de cet auteur et c'est une révélation d'auteur plus que de livre. Donc dans ce classement, c'est plus par les livres. Là, mais vraiment, l'auteur, je suis tombée en amour. Donc je veux tout découvrir de cet auteur. Et j'ai eu, dernièrement, j'avais même pas terminé ce livre. Et dernièrement, j'ai quand même pris un livre de cet auteur-là. Donc c'est Le désert des Tartares et je ne regrette absolument pas parce que ce fut une révélation pour moi. C'est un classique, c'est Dino Buzzati, Le Cas. Donc c'est un recueil de nouvelles fantastiques. Fantastique dit souvent métaphore parce que le fantastique ici, c'est plus l'élément perturbateur de l'histoire en question et c'est souvent une métaphore. On n'est pas dans du fantastique pur, c'est vraiment une métaphore. La plume de Dino Buzzati l'a fait complètement avec moi. Je suis tombée, et la façon dont il raconte, dont il image ces histoires, ces sujets, comment il tourne ça. Moi, j'ai repris une grosse claque avec lui. Il y a 50 nouvelles. Alors, le problème des recueils, surtout sur 50, toutes ne peuvent pas être, je ne vais pas dire bonnes, mais toutes ne peuvent pas être comprises. Ne peuvent pas être, très français, ne peuvent pas être comprises. C'est-à-dire que il y en a beaucoup que j'ai pas compris là où vous voulez aller. Franchement. Mais c'est normal. C'est pas propre à lui. Dans tous les recueils de nouvelles, je vous dis, en plus sur 5, elles sont pas longues. Elles font 10 pages à chaque fois, les nouvelles. Donc. Mais quand tu tombes, et c'est la majorité, hein, quand tu tombes sur une histoire où tu comprends tout ce qu'il a voulu dire, comme je vous dis, d'une façon très belle comme ça, mais très belle, mais dans la façon, parce que moi, c'est très belle, parce que j'ai plein de papillons dans les yeux quand je dis ça. Il a une façon très singulière d'expliquer, en manière fantastique. C'est du pur délice, quoi. Donc la trame, parce qu'en fait, il y a une trame quand même dans ce recueil. Si vous voulez vraiment vous le procurer, le lire, je vous y incite, parce que les contes n'ont rien à voir les uns aux autres, mais la trame, oui. Finalement, il y a une introduction et une conclusion à ce recueil. Il est très bien fait. Et le thème principal de toutes ces nouvelles, ce sont, attention, ça va pas être drôle, la mort. Rien que ça. Le passage de la vie à la mort, tout ce que peut dire la mort, c'est-à-dire aussi, surtout, le message, je pense, de Dino Buzzati, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, saisir l'occasion tant qu'il est pas trop tard. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes mort, c'est trop tard. Mais souvent, les gens ont des choses dans leur vie à faire, ou ils ont des envies,
où ils ne le font pas. Toute leur vie, ils sont comme ça dans le regret, machin. Agis. Et en fait, comme je vous dis, il y a une espèce de trame parce que le cas qui est la première nouvelle donne le ton à ce recueil. Le cas, c'est un squal, c'est-à-dire que le cas dans la première nouvelle va représenter en fait l'élément déclencheur du personnage, du protagoniste. Il aurait pu représenter cet élément déclencheur, mais le protagoniste n'a pas saisi l'occasion, n'a pas saisi cette occasion. Il a cru que le cas était quelque chose de méchant qui voulait le bouffer, c'est-à-dire qui lui voulait du mal. En fait, c'est quelqu'un qui lui dit, si tu t'approches trop de cette mère-là, le cas va te manger. Bien sûr, tout ça, c'est imagé. Hein. Et en fait, on s'aperçoit à la fin, je sais pas, je vais vous spoiler, oh là 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 là, je ne vais pas vous spoiler. Voilà, le protagoniste aurait dû rencontrer ce fameux cas. Voilà, il faut saisir les occasions tant qu'il n'est encore temps. Et Dino Buzzati a vraiment une mélancolie sur ce sujet-là. C'est-à-dire aussi la solitude des personnages. Voilà, avec le temps qui passe. Rien que de vous en reparler, j'ai envie de le relire. Moi, je lisais ça en fait tous les soirs. J'avais une lecture la journée, tous les soirs, je me lisais quelques petits contes suivant ma fatigue. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'était... je vous dis ça parce que lire le soir avant de dormir, c'est très important. Ça agit beaucoup sur le cerveau. Je ne sais pas si ça y fait, mais le cerveau travaille ensuite pendant la nuit. Mais voilà, j'adore Dino Buzzati, j'adore sa plume. Il paraît que le désert des Tartares, c'est dans la même veine. Donc j'ai très envie. Donc il a ce don de raconter les choses. Et comme je vous dis, l'élément fantastique va être l'élément perturbateur dans la vie du protagoniste en question. Et voilà, il compare aussi souvent les choses enfin, pas les choses, mais il compare aussi souvent, il y a souvent la question de la voiture et l'homme dans le couple. Enfin, là, il y a souvent aussi un personnage récurrent, réel ou pas, qui agit sur le protagoniste, qui va le faire réagir ou pas par rapport à une situation qui pourrait changer sa vie. Tout ça, voyez-vous, j'ai beaucoup aimé, je suis en amour et je vais lire bientôt Le désert des Tartares et je vous en reparle. Le premier de ce classement est un livre de science-fiction, un classique, un vieux. C'est dans les meilleurs, les anciens trucs qu'on fait, les meilleures confitures, là, je sais pas quoi. Mais voilà, c'est vraiment... C'est du pur bonheur, donc c'est encore un auteur que je découvre, hein, pour le coup, c'est L'homme dans le labyrinthe de Robert Silverberg. Pourquoi déjà il est en première position? Parce que déjà il est très accessible, si vous n'avez jamais lu ce SF, voilà, très accessible à lire et surtout j'ai beaucoup aimé l'histoire tout simplement, elle m'a parlé, voilà, c'est vraiment au feeling de chez Feeling. Voilà, on va vivre cet homme qui vit depuis 6 ans, non 9 ans, dans un labyrinthe, d'où le titre, sur une planète qui s'appelle Lemnos. Il a réussi à survivre contrairement aux autres personnes qui sont venues et qui ne sont pas ressorties vivantes de ce labyrinthe. Donc déjà, c'est très intriguant. Et on va comprendre pourquoi cet homme arrive à survivre dans ce labyrinthe et dans cette planète. Parce que aussi il est demandé à revenir sur la planète Terre, sa planète natale, parce qu'on a besoin de lui. Donc il est ingénieur, hein, et puis il a des dons aussi de... Non, ça je confonds avec Seul sur Mars, des botanistes, j'allais dire. Non, il est ingénieur, alors attendez, parce que là je suis en train de confondre avec Seul sur Mars. Enfin voilà, il n'est pas ingénieur, mais... c'est pas l'appellation exacte, mais je sais plus. Enfin, on s'en fout. C'est pas le propos. En tout cas, il est arrivé dans ce labyrinthe par accident, en fait, parce que la Terre, la Terre avec un grand T, hein, l'a rejeté, l'a chassé,
Il est venu se réfugier dans ce labyrinthe et il veut plus en démordre. Donc, comme je vous ai dit, il est appelé pour revenir sur Terre, mais il ne veut pas. Et on va comprendre tout au fil de l'histoire pourquoi il ne veut pas. Alors, je ne vous explique pas, bien sûr, je pourrais en dire beaucoup, je pourrais en parler pendant des heures. Parce que j'ai adoré le pourquoi du comment, j'ai adoré le message du livre, j'ai adoré aussi une certaine métaphore, oui, parce qu'on est en science-fiction, donc c'est voilà, c'est une métaphore de ce qui pourrait arriver dans notre vie réelle. J'ai beaucoup aimé donc tout ça, le message, ça m'a beaucoup touchée, donc au premier degré c'est très divertissant et au second degré voilà, il y a un fond, le fond de l'histoire m'a beaucoup touchée. Muller, donc cet homme qui vit dans le labyrinthe et qui ne veut pas retourner sur Terre, on va vraiment comprendre pourquoi et j'ai vraiment été touchée par le pourquoi du comment en fait. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ce serait spoilé, ça serait pas bien et j'ai beaucoup aimé L'homme dans le labyrinthe, c'est pour ça qu'il vaut cette première place parce que ça en dit long sur notre terre et sur nos mentalités. Donc, moi, ça m'a parlé, moi, ça me touche. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, on en a fini pour ces livres d'avril, pour ce classement. Les 3 livres à retenir. J'ai passé un très bon moment en parodie. Il est très connu, hein, il a fait d'autres parodies. Si vous voulez découvrir, c'est très marrant. Humour potache à souhait, sans être lourd. La révélation d'Ino Buzzati, c'est un classique. Franchement, si vous voulez découvrir, allez-y parce que c'est très poétique, beau et fantastique quand même. Voilà, hein, vous ne serez pas déçus. Et puis, je compte découvrir aussi des autres œuvres de cet auteur de science-fiction. J'ai beaucoup aimé son livre. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces lectures. Dites-moi, vous, si vous avez aimé celui-là que j'ai le plus détesté, c'est-à-dire La Route de McCarthy. Je serais curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Dites-moi aussi si vous êtes fan de science-fiction, ce que vous avez lu, si vous avez d'autres livres à me recommander, parce que finalement, en fait, avec ce challenge de Céline Lecture, là, avril, autour de l'ASF, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de livres de science-fiction dans ma palle sans m'en apercevoir en fait. Tout ce que je vous ai montré. Alors bien sûr, il y a des trucs comme ça où c'est écrit science-fiction. Je les ai pris parce que finalement en fait, je m'aperçois que j'étais attirée par la science-fiction et je ne le savais même pas. Mais il y a des livres, beaucoup de livres de dystopie, etc. qu'on n'est pas censé savoir que c'est de la science-fiction et il y a beaucoup de science-fiction autour de nous en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et Livre Addict en temps et en heure, c'est-à-dire que mes lectures sont à chaud. Prochaine vidéo, donc mercredi, sort un reading vlog et dimanche prochain sort la suite de ma palle de mai. C'est-à-dire que je mettrai un petit i si j'y pense. Donc je crois que c'est la semaine dernière, il y a la palle de la fantaisie donc, qui se déroule au mois de mai qui est sortie. Et dimanche prochain, je vous mets la suite parce que l'autre challenge sur lequel repose ma palle du mois de mai et celui que je fais tous les mois, celui de Dégomme ta palle. Donc vous aurez cette pile à lire là. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures à tous et rendez-vous sur la chaîne soit mercredi, soit dimanche, comme vous voulez. Vous regardez le format qui vous intéresse. Et puis sinon, à bientôt.